Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je suis ravi ce soir de vous retrouver car ce soir nous allons partir à la découverte des cathédrales et de leurs messages. Ces monuments gigantesques, ces vaisseaux sublimes ont été réalisés selon un certain plan avec des objectifs précis. Alors quel plan, quels objectifs, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec un architecte qui a écrit un livre extraordinaire, un livre qui est une référence à ce sujet. Le titre de ce livre, c'est Cathédrale, le verbe géométrique. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Et l'auteur de ce livre qui est mon invité ce soir, c'est Thierry de Champrise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Aventuriers de l'étrange. Je le disais, votre livre est un véritable monument. Alors, vous qui nous écoutez, si vous connaissez des cathédrales, si vous vous posez des questions sur leur architecture, leur orientation, leurs façades qui sont somptueuses, eh bien, vous pouvez nous rejoindre en nous posant vos questions, en nous soumettant vos réactions, qui sont évidemment, vous le savez, les bienvenues tous les samedis et dimanches soirs dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Standard, c'est Karine qui est derrière le standard. Vous pouvez la contacter au 0826 300 300. 0826 300 300, c'est un numéro qui n'est pas surtaxé, je m'empresse de vous le préciser. Vous pouvez également nous contacter par SMS. Sur votre portable, vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace et vous rédigez ensuite votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Thierry de Champrise, je suis absolument ravi de vous recevoir car j'ai eu l'occasion à 2-3 reprises de découvrir votre livre dans plusieurs librairies, librairies ésotériques notamment dans le sud de la France et j'ai trouvé ce livre absolument majestueux, qui a dû réclamer un travail extraordinaire. Alors, avant de parler de nos cathédrales et du travail que vous avez fait, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé aux cathédrales? Vous auriez pu prendre plusieurs autres sujets, même en tant qu'architecte. Écoutez, le choix des cathédrales est un choix un peu fortuit en ce qui concerne cette étude que j'ai menée. Je suis parti tout simplement d'une constatation assez étrange, c'est que certains livres, et pas des moindres, enfin d'auteurs qui sont quand même réputés, comme Mathilde Aguika, qui a écrit notamment sur le nombre d'or, prétendaient que le nombre d'or avait été oublié au Moyen-Âge. Il n'est pas le seul d'ailleurs, d'autres auteurs ont également tenu les mêmes thèses. Or, il paraît quand même incroyable que le nombre d'or qui avait été utilisé dans les monuments antiques depuis l'Égypte, la Grèce, la Rome, ait disparu tout d'un coup pour réapparaître tout d'un coup également ex nihilo à la Renaissance, italienne en particulier. Oui. Ça me paraissait assez curieux et j'ai voulu vérifier. J'ai donc choisi ce thème des cathédrales en me disant que si le nombre d'or, avec tout le caractère sacré qu'il a pu revêtir, avait été employé au Moyen-Âge, c'était sans doute sur les cathédrales qu'il fallait le rechercher. Oui. Alors, on va expliquer évidemment dans le courant de cette émission ce qu'est le nombre d'or. C'est une proportion, en fait. On y reviendra tout à l'heure. Et alors, comment avez-vous procédé dans la sélection des cathédrales que vous avez étudiées, donc, pour ce livre? Alors, je crois que j'aimerais dire en préalable, pour mieux situer la raison de cette recherche, oui, et à partir du nombre d'or, qu'en fait il faut considérer les cathédrales comme un temple, comme n'importe quel temple tel qu'il en a été construit depuis l'Antiquité, et que le temple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le temple, c'est le lieu où va s'établir le dialogue entre les hommes et leur Dieu, au singulier ou au pluriel, et que ce dialogue, pour que ce dialogue s'établisse, il faut un langage. Et ce langage, quel va-t-il être? Eh bien, tant qu'à faire, il va être le langage des dieux eux-mêmes. Les anciens disaient « Nous pouvons croire que les dieux ont plaisir à voir briller dans le monde ce qui ressemble plus à leur propre nature. » Et le langage des dieux, donc, les
les hommes vont considérer que c'est la création elle-même. Et dans la création en particulier, tout ce qui revêt un caractère d'harmonie assez inexplicable, assez remarquable. Oui. Et on va s'apercevoir que cette harmonie de la création tient au nombre. Là aussi, les auteurs grecs ont été nombreux à rappeler, tels que Platon, Dieu est géomètre, le nombre communique sa nature à toute chose, ou comme d'autres, comme Philolaos, qui disait « Toute chose possède un nombre et nous ne pouvons rien entendre ni connaître en dehors de celui-ci », ou Nicomaque de Géras au 1er siècle et bien d'autres encore. Et donc, le nombre va devenir le langage universel. Alors effectivement, ce nombre apparaît, le nombre et sa traduction formelle, la géométrie, oui. Qui apparaît dans la symétrie des plantes, qui apparaît cette géométrie remarquable qui existe dans la rectitude d'un fil à plomb, la perpendiculaire, l'horizontale de l'horizon, les cercles qui se forment, les cercles parfaits qui se forment dans l'eau quand on jette une pierre, par exemple. Tout ça va apparaître aux yeux des humains comme extrêmement mystérieux, comme curieux, et comme cette perfection va leur apparaître très, très mystérieuse. Et c'est donc dans ce langage-là qu'ils vont décider de construire le temple, puisque à partir du moment où le temple aura intégré le nombre, il sera le lieu où déjà d'entrée par la construction elle-même s'établira ce rapport entre les dieux et les hommes. Oui, donc voilà. Vous êtes en train de me dire que depuis la Grèce antique ou même l'Égypte, la géométrie était un art majeur. Bien sûr, la géométrie était un art majeur et quantité d'études l'ont prouvé, que ce soit dans les temples égyptiens, que ce soit au Parthénon, que ce soit dans d'autres monuments remarquables. Le nombre donc a été employé de façon systématique. Et puis, quand on va arriver aux monuments chrétiens, eh bien, les monuments chrétiens et les cathédrales en particulier vont avoir pour référence historique la Bible, bien sûr, enfin les deux testaments, le ça oui, évidemment, et le Nouveau. Ouais. Et la Bible est pleine également de nombres, et ces nombres qui sont un langage précis, chargé d'une symbolique non moins précise, eh bien, ils vont être intégrés au même titre que la géométrie dans la cathédrale, qui va devenir ainsi une œuvre qui recèle à la fois la géométrie et les nombres. D'accord. Alors, revenons à la question que je vous avais posée. Quelles sont les cathédrales que vous avez choisi d'étudier et pourquoi ? Alors, en fait, j'ai étudié 4 cathédrales qui sont Amiens, Reims, Rouen et Strasbourg. Pourquoi ces 4 cathédrales-là ? Tout simplement parce qu'il n'existait pour effectuer cette étude comme document précis que des relevés de l'Institut géographique national. De ces 4 façades-là, il n'y en avait pas d'autres. Sinon, peut-être que j'y serais encore. Donc, il me fallait, pour mener cette étude, des documents extrêmement précis. Il y a eu trop d'ouvrages qui sont parus, qui ont voulu traiter du sujet de façon trop imprécise, à la fois dans l'étude elle-même et ensuite dans les documents qui ont été choisis. Or, les relevés de l'Institut géographique national sont précis à l'épaisseur du trait près, c'est-à-dire que ça représente entre un 2/1000 et un 5/1000 de précision. Oui, ce qui est remarquable quand même. On travaille sur des relevés qui sont au 50e, une façade, donc la façade de Reims, de Rouen par exemple. Quand on travaille dessus, c'est un document qui fait 80 cm de large par 1,20 m de haut, donc qui est dessiné avec des traits qui sont au 10e de millimètre, et on est certain de l'absolue exactitude de ces relevés. Et alors, toutes ont été construites à partir de 1200 et quelques. Oui, même avant 1200. Oui. Même avant 1200, Notre-Dame a été construite avant 1200. Chartres se
trouve à cheval sur cette date, Ouais. de 1195 à 1225. Et puis ensuite, les autres viennent à peu près à la même époque, au XIIIe siècle, qui a une si grande importance dans la construction gothique en particulier. Oui, c'est donc cette époque-là. Oui. Et alors, vous dites, parce que là c'est un terme d'architecte, j'imagine, vous parlez de rythme dans une construction. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous parlez de rythme dans une cathédrale ou dans une construction ? En musique, j'imagine ce que c'est. Mais en construction, c'est quoi ? Écoutez, c'est un peu semblable. Ouais. Il y a plusieurs rythmes, on peut lire ou on peut déchiffrer plusieurs rythmes. Il y a des rythmes simples qui sont donnés par une colonnade simple. Bon, la colonnade établit un rythme. Bien. Vous avez des colonnades qui sont faites de doubles colonnes qui alternent entre des arcades et des linteaux, et une arcade, un linteau, etc. C'est une autre sorte de rythme plus composé. Vous avez dans les cloîtres romans, par exemple. À Moissac, vous avez un rythme simple. À Moissac, qui est un très beau cloître, oui, c'est vrai, oui, dans le Tarn. Et puis, en revanche, si vous allez au Tornay, vous allez ailleurs, vous avez sous une grande arcade, vous avez une subdivision en 3 ou 4 petites arcades, et c'est donc une succession d'arcades regroupées par 3 qui donne le rythme. Bien. Vous avez aussi comme notion de rythme des rapports de longueur qu'on retrouve au fil de la lecture d'une façade, et vous pouvez aussi avoir là aussi des rythmes donnés par des rapports de surface. En peinture notamment, ouais. En sculpture c'est encore autre chose, ça peut être donné par la répétition, la récurrence d'un certain nombre de directions, d'une gestuelle. Je pense notamment à certaines sculptures romanes comme au tympan de Vézelay, où là vraiment il y a un rythme qui est donné par la gestuelle des personnages, par toute une écriture qui reste très très homogène et en même temps très vivante. Et voilà. Oui. En gros, on peut parler de rythme également, si je vous ai bien compris. Donc, par exemple, en parlant des temples grecs avec leur colonnade, leur enfilade de colonnes, qui donnent aussi un rythme, c'est ça, au monument. Bien sûr. Hein, c'est pareil. Voilà. Oui, tout à fait. Comme dans les grands temples égyptiens, pareil, avec ces immenses salles et ces colonnes qui donnent également un autre rythme. Oui, de même que vous pouvez également lire des rythmes horizontaux, enfin dans le sens vertical. Oui, tout à fait. Hein, oui. D'accord. Et alors, vous citez donc, vous avez cité Platon, évidemment, dans une de vos réponses en cette début d'émission. Mais Pythagore a été aussi un grand précurseur dans ce que j'appellerais la connaissance du nombre sacré, sa symbolique et la géométrie sacrée. Oui, bien sûr. Bon, là, ça nous prendrait trop de temps d'expliquer ces détails. Ça, il faut simplement savoir que Pythagore avait quand même été considéré un peu comme il avait été déifié à son époque. Il avait été considéré comme un grand homme, un génie, dans la mesure où il avait découvert que en appliquant les principes de médiété arithmétique et de médiété géométrique, je laisse les spécialistes piocher un petit peu la question, c'est très difficile à expliquer. Ces deux médiétés, il y en a eu d'autres, il y en a eu 7 ou 8 médiétés qui ont été établies ainsi, dans les rapports entre le nombre 1 et le nombre 2. La première, la médiété arithmétique, avait donné naissance à la gamme musicale, hein, et puis la deuxième médiété, la médiété géométrique, a donné naissance au nombre d'or. Donc, bon, notamment pour expliquer en ce qui nous concerne de plus près quel était l'apport de Pythagore en ce qui concerne ce nombre d'or. Voilà. Mais vous allez nous expliquer dans quelques instants ce qu'est justement le nombre d'or, puisque c'est une proportion. Donc là, il va falloir que vous nous fassiez comprendre ce qu'est le nombre d'or, puisque après, justement, nous allons entrer de plein pied dans ce que vous avez découvert en lisant, parce que le mot me semble bien choisi, en lisant les façades des cathédrales. Et vous avez réalisé un livre avec des
des résultats tout à fait étonnants. Donc nous allons lire avec mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, avec Thierry de Champris, les façades des cathédrales de Reims, de Strasbourg, d'Amiens et de Rouen. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Pour de prochaines émissions, je recherche des témoignages. Si vous êtes allé à Lourdes et avez vécu, vous ou l'un de vos proches, un phénomène particulier, si vous connaissez des églises surprenantes ou inhabituelles, avec des représentations énigmatiques, laissez-moi un message en m'appelant sur ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange au 0826 300 300. Vous pouvez également m'écrire par mail étrange@sudradio.fr. Sud Radio. Notre standard est à votre disposition, vous le savez, 0826 300 300. Si vous voulez poser des questions à notre invité, Thierry de Champris, qui est architecte et auteur d'un livre magnifique qui s'intitule Cathédrale, le verbe géométrique, aux éditions Trait Daniel. Vous pouvez également nous envoyer vos réactions, vos questions par SMS. Sur votre portable, vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace et ensuite vous rédigez votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Thierry de Champris, parlons un petit peu du nombre d'or. Ça va peut-être être compliqué parce que je sais que pour vous c'est beaucoup plus simple évidemment. Lorsque vous faites des conférences, vous pouvez montrer des schémas, vous pouvez montrer des graphiques, des photos, etc. Là, en radio, malheureusement, ça n'est pas possible. Donc, comment pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le nombre d'or ? Et l'importance, parce que c'est extrêmement important. Alors, le nombre d'or résulte de ce qu'on appelait dans l'Antiquité le partage en moyenne et extrême raison d'un segment. C'est-à-dire que le nombre d'or a cette particularité d'engendrer par la proportion de deux segments qu'ils mettent en rapport l'un avec l'autre, d'engendrer une série à la fois vers les petites dimensions et vers les grandes dimensions, de rapports qui restent toujours les mêmes. Je m'explique. Le nombre d'or, c'est 1, 618, 034, si on veut pousser loin les décimales. Et si l'on multiplie une longueur donnée par ce nombre d'or, par exemple 1,618 que multiplié par lui-même déjà donne 2,618, ce qui est assez étonnant, et de sorte que c'est comme si on y ajoutait l'unité. Ensuite, le terme suivant, si on multiplie 2,618 à nouveau par 1,618, on obtient 4,236, qui est égal donc au produit de ces deux derniers facteurs, mais en même temps, c'est égal à la somme des deux derniers facteurs, est égal à 2,618 plus 1,618. Il y a donc une espèce de double propriété du nombre d'or qui engendre une série de proportions comme ça à l'infini, qui est à la fois additive et multiplicative. C'est le caractère unique de ce nombre et qui engendre donc des proportions récurrentes à chaque fois entre deux segments qui se suivent. La proportion est toujours la même, c'est-à-dire la proportion dorée. Et ce qui fait qu'on peut tracer comme ça, pour que les gens comprennent bien, un rectangle, par exemple, dit rectangle d'or, qui a une qualité esthétique qui est parfaite. Alors, de façon plus simple, et vous expliquer pourquoi c'est pratique, et pourquoi c'était pratique sur un chantier, les cathédrales en l'occurrence, c'est que si on prend un segment et qu'on prend sa section d'or, et qu'on le met à côté de ce segment, on a donc le rapport d'or entre ces deux segments-là. Et si on prend maintenant, si on ajoute, si on fait la somme de ces deux segments, elle sera elle-même en rapport d'or avec le plus grand des deux segments. Et on peut continuer ainsi en ajoutant à chaque fois la proportion précédente, on obtient le segment suivant qui est en proportion d'or avec le précédent, à chaque fois par addition. Oui. Bien. Et en même temps, la constante 1,618 intervient dans la mesure entre les deux segments successifs. Alors, on peut le prendre d'une autre manière, le nombre d'or, qui est plus simple, qui est assez amusante. C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci.
Dont on a parlé dans le Da Vinci Code, d'ailleurs. Alors, oui, je ne me souviens plus, mais c'est possible. C'était juste, voilà, pour le Fibonacci. Tout à fait. Fibonacci, mathématicien. Vivait au XIIIe siècle. Et la suite de Fibonacci, c'est la suivante. On compte 1 plus 2 égale 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, plus 5, 13, plus 8, 21, plus 13, 34, plus 21, 55, etc. Et on a ainsi une suite 21, 34, 55, 55 et 34, 89, et puis ensuite 144. Et lorsqu'on divise ensuite deux termes consécutifs, 144 par 89 par exemple, on obtient 1,618 qui est le nombre d'or. Extraordinaire ça. Et ça peut se faire on commence avec 1 et 1, 2, mais on peut le faire avec n'importe quel nombre. À terme, on arrive toujours à ce nombre d'or. Oui. Voilà, c'est une autre façon de prendre le nombre d'or. Donc géométriquement, ça se traduit par l'addition du terme précédent. La somme des deux est en section d'or avec le segment le plus grand, le précédent. Et donc, c'est pratique parce que le chantier, il suffisait d'avoir deux segments en rapport d'or. On avait immédiatement toutes les autres sections à la fois en croissant, si vous voulez, les mesures plus grandes et les mesures plus petites par déduction. Ouais. À la limite, ça permettait donc de traiter un chantier entièrement par report de ces mesures géométriques simples sans avoir recours au nombre. Ce qui pouvait être pratique à une époque où tout le monde ne manipulait pas forcément les nombres. Oui, tout le monde ne savait pas forcément lire et écrire. Ce qui n'exclut pas quand même que, bien sûr, à l'époque des cathédrales, on savait aussi utiliser les nombres. Oui, tout à fait. Oui. Et alors, ce qui est de tout à fait étonnant, c'est que ce nombre d'or s'applique, on le découvre dans la nature. Oui, alors... ça, c'est fascinant aussi. Alors, on le découvre dans la nature, dans toutes les symétries 5, les fleurs à 5 pétales, dans une quantité de plantes qui sont à symétrie 5, également dans le rythme de croissance, de rythme de disposition des tiges qui jaillissent d'une tige centrale, également dans la spirale de l'ADN, il y a une croissance et une symétrie 5, et puis la direction donnée par la diagonale du rectangle d'or, il s'avère qu'elle répond également à tous les sillages des navires et des avions à aile delta. C'est extraordinaire. C'est tout de même assez étonnant aussi. Mais alors, je suppose et ce qui se vérifie mathématiquement, puisqu'en donnant les paramètres qu'il faut à l'équation du calcul de ces sillages, on retombe sur l'équation qui donne le partage en moyenne et extrême raison. C'est donc une vérité mathématique. Mais alors, ce qui est étonnant, je suppose que les hommes, les mathématiciens, les scientifiques qui ont découvert cette proportion, ce nombre d'or, ont dû être extrêmement surpris de le retrouver dans la nature. Et donc, pour eux, forcément, ça avait un aspect divin, évidemment. Absolument. D'où, effectivement, on a considéré que le nombre était d'ordre divin, que la géométrie était d'ordre divin, et le nombre d'or en particulier, pour une raison supplémentaire qui est la suivante, c'est que dans l'Antiquité, on considérait que la multiplication était d'ordre humain et que l'addition était d'ordre divin. Et l'addition en particulier du 1, puisque 1 représentait le Dieu. Oui. Or, on passe d'un terme à l'autre avec le nombre d'or, à la fois par l'addition et la multiplication. 1, 618 plus 1 est égal à 2, 618, et c'est égal à 1, 618 que multiplie 1, 618. Bon. Et donc, ce double caractère, à la fois humain et divin, a fait que le nombre d'or a été retenu comme un des éléments du langage divin qu'il fallait employer, dont il fallait parer les monuments et les cathédrales en particulier. Évidemment, puisqu'il était d'origine divine. Voilà. Il est d'origine divine, disent les prêtres et les architectes de cette époque-là. Mais alors, ce nombre d'or, on l'a découvert depuis combien de temps ? Écoutez... Parce que les Arabes, les Grecs l'ont utilisé également dans leur construction. Le monument le plus ancien qui recèle à l'évidence le nombre d'or, c'est la pyramide de Khéops. Si loin ? Ah oui, bien sûr. La pyramide de Khéops, une des faces de la pyramide de Khéops, considérée dans son plan incliné, est constituée de 2 demi-rectangles d'or. C'est-à-dire que si je prends un rectangle d'or
je le mets en vertical et que je trace la diagonale, j'obtiens un triangle qui constitue la moitié d'une des faces de la pyramide de Khéops. Donc les Égyptiens avaient connaissance du nombre d'or, de cette proportion. Bien sûr, et ça se confirme également si on fait un petit peu l'analyse des bas-reliefs égyptiens ou de certains monuments. On s'aperçoit que le nombre d'or était utilisé de façon claire, simple, nette. Oui, tout à fait. Alors, parlons maintenant de nos cathédrales. Juste, on va passer assez rapidement, mais c'est intéressant pour que l'on comprenne un petit peu comment ces édifices étaient orientés, parce qu'ils n'étaient pas orientés n'importe comment, et leur construction débutait par tout simplement une canne et l'orientation que l'ombre allait prendre. Expliquez-nous un petit peu ça, parce que ça, c'est... cela de façon précise. Non, mais juste pour qu'on comprenne. Je vais vous en donner les principes parce qu'il y a d'autres auteurs qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Et je voudrais à ce titre citer l'ouvrage de Jean-Paul Lemonde. C'est un ouvrage qui s'appelle L'ombre du poteau et le carré de la terre, qui est un ouvrage très sérieux, qui est vraiment très intéressant de ce point de vue-là et qui explique parfaitement comment ont été implantés et orientés et dimensionnés quantité d'édifices, petits ou grands, à travers la France notamment, et je crois qu'il doit en analyser une bonne quarantaine, ce qui est déjà pas mal, avec une précision et surtout un grand sérieux. Ouais. Bon, mais grosso modo, on peut considérer, par exemple, dans les cas les plus simples, que telle église dédiée à tel saint était orienté, était orienté suivant l'axe qui était donné par l'ombre d'une canne qui était plantée au sol, le jour anniversaire, par exemple, de la mort ou de la naissance du saint en question. Voilà, on choisissait un saint, donc il avait un jour dans le calendrier. Voilà, le soleil se levait et donnait une ombre à ce jour-là qui déterminait la direction, pour simplifier, de l'édifice. Il y avait aussi le soleil à midi qui donnait, à partir d'une canne, d'une dimension donnée, là aussi avec un nombre précis, un nombre de pieds ou la coudée, donnait une mesure au sol qui servait encore de module pour ensuite établir les dimensions majeures de l'édifice. Et il y avait encore un troisième type de dédicace. On appelait ça une dédicace. Oui, on appelait une dédicace. Qui était la suivante, c'est que on chiffrait à partir de l'alphabet grec, on chiffrait le nom du saint. On le traduisait en chiffres parce que vous savez que l'alphabet grec, les lettres, dans l'alphabet grec, les lettres suivies d'un point donnaient un nombre, c'est-à-dire alpha pointé C1, bêta pointé C2, gamma pointé C3, etc. D'accord. Ainsi jusqu'à 9, ensuite les dizaines, puis les centaines. Donc on obtenait un nombre donné en prenant chacune des lettres dans l'alphabet grec correspondant au nom du saint. D'accord, Cela donnait un nombre, et il fallait que ce nombre se retrouve dans une dimension majeure de l'édifice. D'accord. Alors bon, ça se traduisait en nombre de pieds, ça pouvait se traduire de différentes manières, ou pieds plus pouces plus, etc. On retrouve comme ça des nombres intéressants comme 888, dit-on, qui est le nombre, qui serait le nombre un des nombres qui symbolise la personne du Christ. Oui. Le nom de Marie, si on en fait si on l'a traduit en chiffres, si on en fait la gématrie, ça s'appelle la gématrie. La gématrie, donne le nombre 152. D'accord. Bon, il y a des nombres qu'on découvre dans certains monuments, comme 666, ou d'autres beaucoup plus simples et qui sont des nombres directement issus de la Bible. Voilà en ce qui concerne rapidement les données concernant l'implantation et les dimensionnements de certains édifices sacrés. Mais alors, en ce qui concerne les cathédrales, le procédé était le même pour définir leur implantation et leur direction? Oh oui, bien sûr. C'était la même chose. Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, une cathédrale n'était pas implantée
n'importe comment. Et alors on dit qu'elles étaient toutes orientées vers Jérusalem, mais c'est pas vrai. En fait, on s'aperçoit qu'il y a de grands écarts d'orientation, notamment à Chartres. Et cette orientation est très variable d'un monument à l'autre. Bien sûr, d'une façon générale, c'est orienté quand même vers l'est, mais avec de grands écarts. Oui. Mais alors, dites-moi, ce savoir, parce que ce savoir, très peu de gens en ont connaissance actuellement, et j'imagine que à cette période, quand nous en étions en 1190, 95, en 1210, 1220, il ne devait être qu'une poignée à pouvoir manipuler ce savoir. Là-dessus, je ne serai pas affirmatif Oui. à ce point. Il faut quand même pas oublier que tous les auteurs grecs et latins étaient quand même étudiés, enseignés dans les monastères depuis longtemps. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Donc que ces gens-là avaient une connaissance parfaite des philosophes antiques Oui. et de toute une culture qui leur était parvenue de cette manière-là, culture qu'ensuite ils ont appliquée dans l'établissement, la construction de leurs bâtiments. Mm-hmm. Alors donc je voudrais simplement allez-y. dire quelque chose rapidement, c'est que au risque de décevoir certains auditeurs, il n'y a pas dans cela, il n'y a rien qui soit mystérieux ni étrange. Je suis désolé pour votre émission. Et il y a, moi je fuis le sensationnalisme. Il s'agit simplement de l'étude que j'ai faite, est une étude qui se veut scientifique. C'est une constatation, c'est un relevé d'un certain nombre de choses qui apparaissent de façon précise et extrêmement précise, on en pourra en parler, et qu'en fait c'est la découverte d'un savoir, d'une science, bien sûr, étayée par une conviction de la part des architectes de l'époque, mais qu'il n'y a dans tout cela rien de mystérieux, qu'il n'y a rien de sensationnaliste. Non, mais c'est un savoir... Et c'est très beau, et c'est encore plus beau que je... Oui, complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Décrivons un petit peu le livre, parce que je l'ai cité 2-3 fois, mais je ne l'ai pas encore décrit. Il fait aux alentours de 320 pages, on va dire. C'est un livre qui a de grandes proportions. Je ne l'ai pas mesuré, mais il est Il est au format A3. A3, voilà, c'est donc un grand ouvrage. Quand on l'ouvre, il faut vraiment avoir de la place sur sa table pour pouvoir l'ouvrir et le regarder. Tous les textes quasiment et quelques photos sont sur la page de gauche, et tous les graphiques, vos études sur les façades sont sur les pages de droite. Ça a dû demander un boulot colossal de réalisation. Combien de temps avez-vous passé pour pouvoir finaliser la première édition de ce livre, parce que là il y a eu une deuxième édition qui a été augmentée. Mais combien de temps avez-vous passé pour réaliser le premier ouvrage? L'étude elle-même m'a demandé à peu près 6000 heures. Oui, quand même, oui. Et ensuite la rédaction, l'édition m'a demandé 2000 de plus. Oui, donc 8000 heures pour réaliser ce magnifique bouquin. Oui. Et donc ce livre est essentiellement constitué de 120 schémas à peu près, en format A3, qui sont les réductions des relevés dont vous nous aviez parlé, dont je parlais, sur lesquels j'ai porté en couleur et de façon extrêmement précise toutes les étapes successives des tracés régulateurs qui apparaissent de façon évidente sur ces façades. Elles apparaissent de façon évidente quand on lit votre livre, mais quand on arrive comme ça à pied devant la façade d'une cathédrale, que ce soit celle de Reims, Strasbourg, Amiens ou Rouen par exemple, elles ne sautent pas aux yeux, et ça c'était voulu évidemment, j'imagine. Voulu. Chaque fois qu'un édifice a été construit à partir d'un tracé régulateur, comme c'est le cas de tous les édifices majeurs, effectivement le tracé n'apparaît pas. Et il a quand même existé. Et ce tracé, il faut le chercher. Il faut le chercher, et c'est quand on le cherche qu'on se lance là dans une quête qui est passionnante, il faut bien reconnaître. Oui. Quand on me dit que j'ai du mérite, je dis non. Quand on est animé par la passion, on n'a pas de mérite. On avance. Bien.
Et donc... Mais j'imagine que vous avez dû être vous-même, on en parlera de ces découvertes évidemment dans quelques minutes, mais surpris au fur et à mesure de ce que vous découvriez sur ces façades. Absolument. J'étais le premier ahuri parce que je ne m'attendais absolument pas à trouver ça. Ça a été par tâtonnements successifs, ça a été assez long. Il m'a fallu un an avant d'arriver à m'apercevoir que la cathédrale de Reims, qui est la première que j'avais étudiée, était complètement construite à partir du nombre d'or, de bas en haut, et de façon... les schémas s'enchaînant de façon simple et naturelle. Et puis ensuite, j'ai étudié les autres façades à la suite de celle-là. Et donc, c'est vrai que on découvre cette géométrie qui met en rapport les uns avec les autres les centres majeurs et eux-mêmes symboliques de la façade de l'édifice. Et quand on découvre cela, on est vraiment extrêmement surpris parce qu'il se dégage à ce moment-là un langage évident. Voilà, c'est ce langage évident que l'on va découvrir avec vous dans quelques minutes. On va suivre vos pas, nous allons vous accompagner, vous allez nous accompagner et nous faire découvrir et toucher du doigt ce que vous-même vous avez trouvé en étudiant ces façades des cathédrales de Reims, Strasbourg, Amiens et Rouen, et vous allez entendre des choses absolument extraordinaires. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous nous intéressons aux cathédrales, aux façades de cathédrales, et à la fin de l'émission, vous allez comprendre qu'il y a encore plein de travail à réaliser, parce que Thierry de Champris a ouvert une voie et il y a plein d'autres choses à découvrir concernant ces cathédrales. Le livre que je vous recommande, il est aux éditions Trait Daniel, Cathédrale, le verbe géométrique. C'est un livre, c'est un monument, ça tombe bien puisqu'on parle de cathédrale, format A3, comme nous l'a dit son auteur qui est mon invité ce soir sur Sud Radio. C'est un livre qui coûte un petit peu cher, c'est vrai, mais qui est vraiment, vraiment magnifique. J'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à le montrer à tous mes collègues à la radio, même ceux qui n'y connaissent absolument rien en géométrie et en cathédrale. Tous sont ébahis par la qualité du livre. Thierry de Champris, je suppose que vous avez dû vivre ces mêmes sensations quand des personnes ont découvert votre livre. Il y a toujours cet éblouissement quand on l'ouvre le livre et on voit vos tracés sur ces façades de cathédrales. C'est vraiment très beau, ne serait-ce que esthétiquement à regarder. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? C'est vrai, enfin, je vous le dis, c'est vraiment très beau, c'est vrai. C'est vraiment un très très bel ouvrage. Mais alors, pour pouvoir entrer dans vos recherches, dans les années 1190, 1200, 1210, ils n'utilisaient pas le même système métrique que nous actuellement en 2006. Oui, bien sûr. Alors là, il a fallu pour vous faire une certaine gymnastique pour vous remettre avec le système métrique qu'ils utilisaient à cette époque-là. Alors là, peut-être que, si vous permettez, on abordera ça peut-être un petit peu plus loin avec les nombres. D'accord. Parce que pour l'instant, il faut d'abord expliquer à peu près quels étaient les principes essentiels de cette géométrie. Pour comprendre comment pouvait s'en déduire un langage symbolique. Ouais. Le rectangle d'or est un rectangle dont les rapports des côtés entre eux sont dans le rapport 1,618. Bien. Le nombre d'or, voilà. Le nombre d'or. Donc ce rectangle d'or apparaît dans certains édifices, dans certaines cathédrales, comme établissant une épure qui n'est pas forcément évidente à lire de prime abord. Et le rectangle d'or, disons qu'il y en a assez peu d'immédiatement lisibles, même avec un compas sur les façades de cathédrales. En revanche, il y a une autre figure dont on parlera après qui est beaucoup plus évidente. Ce rectangle d'or donc établit des rapports entre directions perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Et très souvent, une manière de rechercher la présence de rapports d'or et de promener la pente de la diagonale du rectangle d'or et de voir si elle met en relation certains centres importants, comme par exemple le centre de la rosace avec le seuil d'un des portails d'entrée ou telle autre partie de l'édifice
architectoniquement et symboliquement important. Voilà pour le rectangle d'or. Maintenant, il y a eu également, et surtout, le langage du nombre d'or en termes de géométrie a été présent par l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches qui est vraiment le diagramme qui contient le rectangle, la section d'or, les rapports d'or dans toutes ces directions. L'étoile à 5 branches est directement issue du rectangle d'or. Si on met un rectangle d'or vertical et qu'on rabat les deux côtés latéraux sur la médiane centrale, eh bien on obtient l'angle qui constitue la pointe sommitale de l'étoile à 5 branches. C'est ce qu'on appelle le triangle sublime. Oui. Or, ce triangle sublime, on peut le lire directement sur la pente de certains gables qui couronnent telle arcade ou telle... C'est quoi un gable? Un gable, ce sont les pignons en quelque sorte, ce qu'on appelle les pignons d'une maison. Oui. Le gable pour un portail, pour telle partie ou un pinacle d'édifice. Le gable est triangulaire. Donc ces gables triangulaires apparaissent avec la pente du triangle sublime de façon directe dans beaucoup d'endroits de certaines cathédrales ou de rythmes d'arcature, notamment la Galerie des Rois à Reims, suivant cette pente-là. À Strasbourg, il y a également de nombreux endroits où ce triangle sublime est directement lisible. Mais ensuite, il apparaît de façon moins lisible. Par exemple, à Rouen, si on construit un triangle sublime en partant de l'axe des portails latéraux, on monte cette pente et on s'aperçoit que le triangle sublime vient culminer exactement à hauteur de la nef, c'est-à-dire à hauteur de l'arc qui, en façade, à Rouen, traduit exactement la hauteur de la nef. Oui, et là... C'en est un exemple. Ailleurs, oui. Ce triangle sublime vient pointer à Strasbourg, toujours en partant des seuils des portails latéraux, vient pointer au sommet du crâne du Christ en gloire, dans sa mandorle, au-dessus de la rose de la cathédrale. C'est quand même fascinant, ça. Alors, il y a quantité de repères comme ça qui apparaissent et qui sont saisissants. Alors, ce triangle sublime, par ailleurs, pourquoi a-t-il été choisi dans l'architecture chrétienne? Tout simplement parce que il faut faire également une petite parenthèse pour rappeler que dans l'Antiquité, chez les Hébreux, dans l'alphabet hébraïque, les lettres avaient valeur de lettres bien sûr, mais aussi elles avaient une valeur symbolique et avaient une représentation propre. L'alpha, de grec, qui est l'aleph hébraïque, oui. avait pour signification, elle a été représentée par, elle avait pour signification la force première, si vous voulez, signifiée donc par le taureau, avec la tête du taureau, avec ses cornes, qui est en fait, une fois basculé de 90 degrés à droite, va donner l'alpha. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'était l'aleph. Il avait donc pour nombre 1, puisque l'alpha pointé c'est 1, comme l'aleph pointé c'est 1. Le bet, qui est le bêta en hébreu, c'est donc le 2, etc. Le gamma donne le guimel, qui est de nombre 3. Et que chez les Hébreux, donc ce symbolisme des lettres allait beaucoup plus loin, puisque le rapport de l'alpha au bêta, c'est-à-dire du nombre 1 au nombre 2, c'était le rapport de 1, qui est donc cette puissance première, le principe premier, au nombre 2, qui signifiait, le 2 était représenté par un idéogramme, c'était un rectangle allongé qui était ouvert en bas, qui signifiait la demeure, ce qui abrite, ce qui contient. Voilà, c'est ça. Par extension, oui. C'était la terre, c'était le sein maternel, la terre qui contient la nature. Bon, la terre fertile est fertilisée. Et donc, le rapport du 1 au 2, c'était le rapport de l'aleph au bet, et c'était le rapport du ciel à la terre. D'accord. Et cette symbolique du rapport du 1 au 2 est très importante, parce qu'elle va se retrouver justement dans l'architecture des cathédrales, notamment par ce triangle sublime. Pourquoi? Parce que le triangle sublime a pour valeur d'angle au sommet 36 degrés, et les deux angles à la base font 72 degrés. Or, 36, c'est la moitié de 72. Exact. Donc, si on donne 1 pour valeur à l'angle supérieur, on aura 2 pour valeur
pour les angles inférieurs. Exact. L'angle supérieur désignant le ciel de valeur 1, les angles inférieurs s'appuyant au sol et désignant la terre elle-même de valeur 2. Et là, on voit se dégager un langage. Voilà, on voit se dégager là un langage, puisque du coup, le triangle sublime, c'est le triangle qui unit le ciel à la terre. Exact. Hein? Donc, beaucoup de cathédrales vont être construites à partir de ce triangle sublime qui va mettre en relation telle partie importante de la cathédrale, symboliquement importante, par exemple le centre de la rosace, comme je le disais, avec les seuils d'entrée par lesquels on entre dans l'édifice, ou tel autre enchaînement. Et puis, à partir du triangle sublime, on va construire l'étoile à 5 branches. Et l'étoile à 5 branches, là encore, va nous permettre de découvrir d'autres coïncidences absolument extraordinaires de précision, je dis bien, puisque quand on construit une étoile à 5 branches sur les axes des portails, par exemple de Reims, non pas à Reims, mais à Rouen, à Strasbourg et à Amiens, eh bien, cette étoile à 5 branches, pour l'une, donne la largeur hors tout exactement, d'autres intersections de l'étoile donnent les axes des contreforts, tout ça en vertical. En horizontal, ça donne tel sommet d'arc, telle corniche, ou puis ensuite telle hauteur définitive. À chaque fois, ça donne des choses différentes suivant la cathédrale, mais à chaque fois, ça donne des éléments d'une importance symbolique sur l'édifice qu'on ne peut pas se permettre de négliger et qui ne sont pas du hasard. Voilà, ça n'est pas du hasard, donc c'est un vrai langage, c'est une véritable écriture qui a été réalisée sciemment, évidemment. Exactement. Alors, suivant que telle ou telle partie de l'édifice et de la statuaire qui accompagne aussi, qui accompagne ce langage, à tel point précis de cette géométrie d'or, que ce soit l'étoile, que ce soit le rectangle ou autre, ça revêt une signification différente, et surtout la signification est différente par la manière dont les éléments de la cathédrale sont réunis par telle figure symbolique. Et les éléments de la cathédrale eux-mêmes symboliques. Donnez-nous un exemple. Un exemple, comme je vous le disais, par exemple, le premier, si on prend Rouen, ce triangle sublime qui construit au sol le seuil d'entrée. Oui, tout à fait. Le milieu exactement, on construit le triangle sublime et on s'aperçoit qu'il vient donner à son sommet exactement la hauteur de l'arc brisé qui en façade est la traduction de la hauteur de la nef qui est derrière dans l'édifice. C'est donc une figure géométrique qui réunit symboliquement le ciel et la terre. Oui, le chrétien qui rentre dans l'édifice humblement et qui lui désigne le point de réalisation supérieur que constitue le sommet de la nef. C'est fabuleux. Puisque dans la parole du Christ lui-même, l'homme est le temple privilégié de Dieu. Il y a donc à chaque fois une résonance entre la symbolique de la cathédrale et l'être lui-même. Et alors, revenons à ce que vous appelez le pentagone étoilé, c'est-à-dire cette étoile à 5 branches. Quelle est la symbolique de ce pentagone étoilé? Alors, l'étoile à 5 branches était déjà considérée chez les pythagoriciens comme une figure géométrique importante, c'était leur emblème. Alors pourquoi? Parce que, d'une part, l'étoile à 5 branches réunit toutes les qualités harmoniques dues au nombre d'or dans ses proportions. C'est la perfection géométrique par le nombre d'or. D'accord. Et en même temps, elle est l'image de l'homme par les jambes écartées, par les branches basses appuyées au sol, qui sont les jambes en position stable, les grandes branches latérales qui sont les bras grands ouverts, et le triangle supérieur, qui est le triangle de l'esprit, qui représente la tête. Voilà. Donc, autrement dit... On connaît tous ce dessin de Léonard de Vinci. Voilà. Et puis il y en a eu d'autres. Oui, bien sûr. Oui. Autrement dit, l'étoile à 5 branches est à la fois la perfection et l'homme. Or, perfection plus homme, ça donne quoi? Ça donne l'homme parfait. Oui. Dans la chrétienté, qui est l'homme parfait? C'est le Christ. Évidemment.
D'où l'importance qu'il y avait à structurer la façade de la cathédrale sur l'étoile à 5 branches, qui était celle du Christ. Et c'est ce que vous avez découvert, vous, en étudiant ces façades. Voilà, c'est ce qu'on a découvert, entre autres, enfin, disons que c'est le message le plus élémentaire qui puisse se lire sur les cathédrales, parce qu'ensuite, l'étoile à 5 branches va parfois même au-delà, à la fois dans ses dimensions générales, parce qu'elle désigne en même temps dans sa structure intérieure, parce que quand on retrace à l'intérieur du pentagone que constitue le croisement des branches d'une étoile, on retrace une étoile à l'envers, on retombe encore sur des points importants de la façade. Oui. Ou à rond, par exemple, on s'aperçoit que l'étoile à 5 branches, construite comme je l'ai dit, si on la fait monter verticalement sur le même axe central, désigne tour à tour, met en relation tour à tour, dans 3 à 4 positions très très claires, des éléments très importants. Et donc là, on peut y lire une espèce d'ascension qui est d'autant plus intéressante que la position culminante de cette étoile, il y a une position culminante de l'étoile qui repose par l'intermédiaire de son sacrum, en quelque sorte, disons le sexe de l'étoile, la partie, le croisement des 2 branches basses. Oui. Elle repose par ce point-là sur le triangle sublime du sommet de la nef en question. Et ce chevauchement de ce triangle sublime avec son étoile par-dessus, l'étoile donc qui a même largeur de base que le triangle sublime, eh bien le chevauchement des deux donne la hauteur totale de la cathédrale au niveau des flèches centrales. Oui, le point le plus haut. Le point le plus haut. Il y a là un message qui est magnifique. Bon, c'est difficile de lui expliquer comme ça, mais enfin là, on peut y lire précisément l'ascension de la personne du Christ au terme d'une vie de spiritualisme indiquée ici par le triangle sublime, qui part des 2 seuils pour atteindre le sommet de la nef. Le Christ qui vient chevaucher donc à partir du sommet de la nef ce triangle sublime pour donner la culmination, la hauteur supérieure de tout l'édifice. C'est superbe. Et alors, il y a d'autres exemples comme ça. J'imagine, revenons sur cet exemple parce que je le trouve magnifique, et quand on a la façade de la cathédrale en face avec vos tracés des différents pentagones comme ça qui montent cette progression du bas vers le plus haut, vers le ciel, vers ce point culminant, j'imagine que lorsque vous avez fait cette découverte, ça a dû être un grand moment, parce que là il y a un vrai message aussi vieux que le monde, si j'ose dire. Oui, c'est vrai que ça m'a valu des grands moments de bonheur de découvrir tout cela, quel que soit l'édifice d'ailleurs sur la cathédrale. Et quand on arrive à Strasbourg, on découvre des choses tellement éblouissantes que Strasbourg est dans cette série des 4 cathédrales que j'ai étudiées, l'édifice le plus étonnant, éblouissant. Et c'est vrai qu'on découvre des choses qui sont extraordinaires et auxquelles on ne s'attend pas. C'est là que c'est intéressant. Eh oui, justement, c'est ça. C'est ça qui est vraiment surprenant. Il faut à chaque fois effectuer s'efforcer d'en faire une lecture la plus objective et difficile, parce que ce qui est objectif, c'est de constater que telle figure relie tel point. Ensuite, en proposer une lecture symbolique, il est évident qu'à partir de ce moment-là, intervient une notion une interprétation, une notion subjective que là, d'accord. Bon, bien sûr, mais là je ne m'en défends pas. Simplement, il y a des lectures qui sont évidentes, qui sont simples et qui sont corroborées parfois par d'autres figures géométriques ou corroborées par d'autres exemples sur d'autres cathédrales. Oui. Une pause rapidement, Thierry de Champris, et ensuite nous allons parler de la cathédrale de Strasbourg que vous avez juste évoquée, car elle recèle également, elle aussi, vous l'avez mis en évidence dans votre ouvrage, des messages absolument extraordinaires. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Nous parlons des cathédrales et du message que les concepteurs de ces cathédrales ont laissé à ceux et celles qui savent lire la façade des cathédrales. Je vous recommande à ce propos le livre de mon invité de ce soir, Cathédrale, le verbe géométrique, aux éditions Très Daniel. Thierry de Champris, architecte, est en ma compagnie. Thierry de Champris, je suppose que après avoir rédigé, finalisé votre livre, vous ne regardez plus les monuments, que ce soit une petite église ou que ce soit une cathédrale peut-être plus importante, de la même manière maintenant. Ben oui, c'est évident. Là, vous avez un œil aguerri qui regarde autre chose. Ben oui, on se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière cette façade-là et je suis très souvent tenté de m'enquérir du relevé de telle façade pour l'étudier et voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. C'est sans fin. Oui, j'imagine. Alors, parlons de la cathédrale de Strasbourg. De la façade de la cathédrale de Strasbourg. Comment dire, après, d'ailleurs dans l'ordre sur mon livre, il y a Rouen, Amiens, Reims et Strasbourg, oui. Parce que Strasbourg est une espèce de résumé de la science des trois autres, des trois autres que j'ai étudiés. On parlera d'Amiens avec le Pentagone inversé, qui est intéressant également. Mais Strasbourg pour commencer. Oui, c'est vrai, l'histoire du Pentagone inversé d'Amiens, c'est vrai. Ouais. Strasbourg est intéressante, plus qu'intéressante, c'est passionnante et remarquable, parce qu'elle est extrêmement savante. Je m'excuse, ça va être très difficile quand même d'arriver à expliquer ça. Elle réunit à la fois un tracé géométrique à partir du nombre d'or, donc il y a un tracé irrationnel, et en même temps un tracé modulaire d'éléments réguliers qui constitue la base d'un langage par le nombre en plus, et qui vient se chevaucher au tracé du nombre d'or de façon étonnamment précise et incroyable. D'ailleurs, ce mariage entre les deux tracés est une prouesse en soi. C'est un virtuose qui l'a dessiné. C'est un virtuose, et qui plus est, troisième élément qui vient encore donner cette dimension à Strasbourg, il s'avère que en lisant de plus près la statuaire de Strasbourg, on s'aperçoit que Salomon, au-dessus du portail central, repose sur un trône qui est entouré à droite et gauche des escaliers tels que qui sont décrits dans le livre de la sagesse. Il repose sur un trône qui est orné en dessous de deux rangées de fleurons, de deux rangées de 4 fleurons. La première rangée, il y a 3 fleurons bien ouverts, le quatrième est refermé sur lui-même, et la deuxième rangée, en dessous, est faite de 4 fleurons bien ouverts. Ce qu'un chercheur avait déjà établi comme étant 3 et 1 sur la première rangée, et 4 sur la deuxième, ce qui donne 3, 1, 4, c'est-à-dire 3,14. D'accord. 3,14, ce n'est pas la première fois qu'on trouverait dans un édifice des signes comme cela. Oui. Et 3,14, de quel cercle peut-il bien s'agir? En fait, si on pointe le compas sur ce point, au centre des deux rangées de fleurons, et qu'on ouvre le compas jusqu'au sol, on trace un cercle, et ce cercle donne exactement l'axe des 2 portails latéraux. Qui plus est, ce cercle s'avère être le cercle inscrit dans le triangle constitué des 2 diagonales des rectangles d'or dont est constitué le principal de la partie basse de la façade de la cathédrale, celle qui avait été édifiée du vivant même de son architecte maître Erwin de Steinbach. On a donc un triangle constitué de ces 2 diagonales des rectangles d'or, et que ce cercle s'inscrit parfaitement donc à l'intérieur de ces 2 diagonales et est tangent au sol. Et on se trouve là avec un diagramme qui rappelle étrangement,
qui ne peut pas ne pas faire penser aux pyramides, et à Khéops en particulier, puisque Khéops, précisément, le diagramme d'une des phases de Khéops considérées dans son plan, sont ces deux moitiés de rectangle d'or, ou enfin du moins ces deux rectangles d'or dont on ne garde que les diagonales, et qui donnent la forme exacte des façades. Et donc, ce cercle dans ce triangle, si on l'assimile au soleil levant de la pyramide de Khéops, nous fait nous rappeler que Khéops est orienté de façon absolument remarquable sur les points cardinaux, et que notamment au soleil levant, des photos aériennes ont été prises qui montrent que la pyramide, les faces nord et sud de la pyramide, autrement dit celles qui sont à jour frisant au soleil levant et au soleil couchant, sont constituées de deux demi-faces légèrement en creux, de sorte que lorsque le soleil se lève, il éclaire à jour frisant les deux demi-faces qui la regardent. Les deux autres demi-faces sont un peu dans l'ombre, et pareil au soleil couchant. Bon. Donc cette espèce de précision, cette espèce de tangence du soleil, du rayon de soleil, qui vient effleurer et donner cette propriété, faire découvrir cette propriété de la pyramide. Quand on voit à Strasbourg le triangle avec le cercle qui est tangent aux faces, ça nous fait penser un petit peu à ça. Et c'est marqué. C'est ça qui est fou. Il y a effectivement le centre de ce cercle qui est indiqué comme un centre majeur. Et alors, à ce moment-là, on se dit, mais que va donner le soleil à midi? Alors, on cherche un petit peu, et en piquant le compas sur l'un des points à la base de ce triangle constitué des deux diagonales du rectangle d'or, et on prend ça pour centre, et on prend pour rayon la distance au centre du cercle inscrit, justement, qui représente ce soleil levant, tangent sur l'horizon. Bon. On prend ça pour rayon, on remonte à la verticale, et on trouve quoi? On trouve exactement l'altitude du centre de la rosace. L'altitude du centre de la rosace, qui est effectivement le soleil dans sa position la plus haute dans l'église, c'est la lumière la plus haute. Oui. Et tout est comme ça. Bon, et donc il y a toute une série de rapports au cosmos, puisque plus loin, avec la même épure, on va s'apercevoir que cette même épure va nous donner le solstice d'été, et puis le solstice d'hiver, et enfin les équinoxes. Tout ça en partant d'une épure extrêmement simple, qui est celle de ces deux diagonales du rectangle. Voilà pour Strasbourg qui est tout à fait extraordinaire de ce point de vue, parce que l'épure est très simple, c'est pas alambiqué du tout, et qu'elle nous révèle une connaissance magistrale des concepteurs au soleil, sans compter qu'il y a en plus par ce tracé modulaire la mise en valeur d'un nombre c'est trop compliqué à expliquer, mais la mise en valeur de nombres qui finissent par aboutir à une symbolique du jugement dernier, donnée par encore une autre figure sur cette cathédrale de Strasbourg. Voilà, bon. C'est très difficile à comprendre quand on n'a pas les schémas sous les yeux. Mais alors une question se pose quand même, Thierry de Champris. Comment un concepteur le concepteur de cette cathédrale a pu avoir cette connaissance? Il n'y en a pas beaucoup qui sont partis aller voir la pyramide de Gizeh. Je crois que là, il faut quand même admettre que ces gens-là, d'abord, n'étaient pas des imbéciles. Ah non, loin de là. Et la preuve, on l'a sous les yeux, ça je suis d'accord. Ensuite, qu'ils connaissaient peut-être beaucoup plus qu'on a voulu croire. Il ne faut pas oublier qu'il y avait les croisades. Et que des croisades étaient revenues, c'est quand même avait permis d'établir un certain nombre de relations privilégiées avec des gens éminents dans ces pays, et qu'il y a eu sans doute donc des rapports extrêmement intéressants entre gens savants. Donc il y a eu un savoir indéniable qui a été ramené à l'occasion des croisades, et puis qu'ensuite Maître Erwin de Steinbach était quand même le grand maître du Bauhütte, c'est-à-dire de la société en quelque sorte qui regroupait tous les constructeurs de l'Europe à l'époque, et qu'il avait donc à sa disposition des gens éminents, des gens
étonnamment cultivé dans tous les domaines. Mais alors, maître, oui. Hein, et que il a créé du coup un édifice qui est magistral, c'est le cas de le dire. Mais alors, comment est-ce que il a pu construire cet édifice? Parce que cet édifice s'est construit sous l'égide de l'Église, nous sommes d'accord? Bien sûr. Alors, qui traçait les plans? Le chapitre lui-même donnait les instructions. Le chapitre, c'est en quelque sorte le commanditaire, pour vulgariser. Voilà. Quoi, hein? Donnait les instructions. Et ces instructions étaient quand même relativement précises pour un certain nombre de choses. Le chapitre voulait que la cathédrale soit et telle dimension, enfin autant quoi, puisse contenir tant de fidèles. Oui. Elle serait dédiée à tel saint, ou à la Vierge Marie, ou etc. Et puis ils allaient jusqu'à dicter le nombre et la position souvent de la statuaire sur les portails principaux, ou sur les portails du transept, ou à l'intérieur. Oui. Le chapitre également ordonnait, établissait l'ordre des vitraux, de ce que racontaient les vitraux. Hein. Les vitraux se lisent du nord au sud en passant par le chevet, en suivant l'ordre de l'Ancien Testament pour parler jusqu'au Nouveau Testament. D'accord. Et ensuite, pour relater à l'occasion les hauts faits ou récompenser les donateurs. Tout à fait, oui. Donc le chapitre avait ordonné tout cela, et derrière, le maître d'œuvre, l'architecte, lui, eh bien, il avait quand même heureusement une assez grande marge pour créer son édifice, et c'est à partir du moment où il avait cette grande marge, il lui était possible de dire beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de ses convictions propres. Et c'est là que c'est intéressant sans doute d'étudier un peu le symbolisme, le message qui se dégage de cette géométrie, c'est que on découvre dedans des éléments qui n'auraient pas été forcément du goût de l'Église de l'époque, dépasser le cadre des dogmes, d'où sans doute peut-être une partie du chapitre ou une partie de cette géométrie devait être connue ou était à la limite demandée par le chapitre, oui. Et l'autre était du seul fait de l'architecte qui décidait de composer son édifice à partir d'une géométrie qui répondait dans son esprit à ses convictions, religion, voire philosophiques. Voilà, c'est ça. Donc, il le faisait à couvert, en quelque sorte. Ce sont des messages codés, secrets, laissés par ces architectes. Voilà. Ce qui est quand même étonnant. Cette découverte est pour le moins surprenante. Du moins moi, c'est moi l'interprétation que j'en fais, parce que il y a certains éléments de la cathédrale de Strasbourg, notamment, qui montrent qu'à l'époque, on avait forcément connaissance de la rotondité de la Terre. Bon, ça, on sait qu'on avait connaissance de la rotondité de la Terre depuis les Grecs, qui avaient quand même réussi à établir la circonférence de la Terre à 300 km près, ce qui était pas mal. Oui. Mais au Moyen-Âge, à un moment donné, pour des questions de dogme, il a été question d'une Terre qui était carrée. Oui, Galilée, d'ailleurs, on connaît son histoire. Oui. Bon. Et puis, finalement, la vérité, peu à peu, est réapparue. Mais ça n'était pas la seule chose. Et donc, il y a, ça c'est un exemple, mais il y a d'autres exemples qui sont d'un tout autre ordre, à Reims notamment, dans des figures géométriques qui mettent en valeur les rapports de la Vierge à qui cette cathédrale était dédiée, à son fils, le Christ, de manière troublante. Là, je ne peux pas non plus le décrire trop en détail parce que c'est trop compliqué à comprendre. Enfin, il faut voir les schémas. Il faut voir les schémas sous les yeux. Mais il est évident qu'il y avait là des éléments qui étaient de l'ordre de l'inspiration de l'architecte et surtout de ses convictions. C'est-à-dire, le message était quoi en clair? Le message était
était à la fois une traduction de ce qu'avait demandé le chapitre. Le chapitre disait par exemple, je veux que la cathédrale de Reims, y compris les flèches, tiennent dans un rectangle d'or au carré, c'est-à-dire dans le rapport d'un des côtés 1 à la hauteur totale, non pas 1,618 mais 2,618. D'accord. C'était un truc que je mets en évidence après avoir mesuré la pente des flèches et les avoir prolongées. Là, le chapitre était parfaitement capable de dire on veut que la cathédrale tienne dans cet épure. Pourquoi ? Parce que la notion de nombre d'or au carré est une notion qui met bien en évidence le caractère divin de ce nombre et son le caractère divin. Effectivement, oui. 1,618 au carré est égal à 2,618 est égal à 1,618 plus 1, c'est-à-dire l'apport du nombre 1 comme divin apporté au nombre d'or permet de passer au carré. Le carré était considéré chez les anciens comme la marque du divin. D'accord. La marque du sacré. Donc là, c'était ce que le chapitre avait demandé. Le chapitre pouvait parfaitement demander quelque chose comme ça. D'accord. Ensuite, l'architecte, lui, pouvait, à partir de là, sans doute, élaborer toute une géométrie qui lui permettait de faire passer tel et tel message, comme on l'a dit, par les rapports qu'établissait telle figure symbolique entre tel et tel élément de la cathédrale, eux-mêmes très symboliques. Mais même des messages alchimistes. Oui, alors là, ça c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas se permettre de s'aventurer ce soir, parce que là, vraiment, il faut voir. Vous pensez à Amiens, effectivement. Oui. Et j'ai peut-être un deuxième livre en préparation, justement, rien que sur la cathédrale d'Amiens, où il s'avère que la géométrie, justement, fait passer un message d'ordre alchimique en comprenant bien l'alchimie à ce niveau-là comme l'alchimie philosophique, c'est-à-dire comme la recherche d'une amélioration de soi, d'une perfection, d'une marche vers la perfection, à partir de la connaissance des lois de l'univers. Oui. Pour résumer. Et donc effectivement, toute la cathédrale d'Amiens est structurée sur d'abord l'expression de différents outils d'alchimistes, le laboratoire, la tanore, oui. Effectivement, on arrive finalement à l'œuf alchimique lui-même, qui est symbolisé par cette rosace centrale. Et ce n'est pas la moindre des grandes surprises que j'ai eues de m'apercevoir que cette rosace centrale tenait dans le dièdre inversé d'une étoile à 5 branches à l'envers, qui elle-même est contenue dans un cercle circonscrit qui donne tous les points majeurs de la cathédrale. Voilà. Et ça a été une réelle surprise. Ça, c'était une réelle surprise et une très très belle surprise. Il faut reconnaître que Amiens, de ce point de vue-là, a été époustouflante aussi. Thierry de Champris, une pause à nouveau et nous allons nous retrouver pour essayer de comprendre comment ces architectes avaient acquis ce savoir et comment est-ce que ce savoir a continué à perdurer. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Mon invité ce soir, un architecte, Thierry de Champris, qui a écrit un livre tout à fait extraordinaire, Cathédrale, le verbe géométrique, aux éditions Trait Daniel. Thierry de Champris, vous donnez très souvent des conférences un petit peu partout en France. Et quelles sont les réactions du public auquel vous vous adressez ? Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? J'aime bien donner des conférences parce que j'ai toujours des questions intéressantes. C'est difficile de me souvenir de toutes ces questions, oui. Mais en général, il y a différentes questions d'ordre qui ont trait simplement à la construction, sur laquelle je passerai parce que ça n'est pas le plus important ce soir. Les autres questions tournent autour notamment de la précision, de cette histoire de précision de la construction, oui. Sur laquelle j'insiste au début parce que j'explique que si on veut entreprendre une étude comme celle-là, non seulement, d'abord il faut
il faut être précis, et que précis bien sûr dans le choix des éléments architecturaux, des points de ces éléments qu'il faut prendre en considération, si on ne veut pas faire de l'à peu près et faire dire n'importe quoi à la géométrie, auquel cas on ne dirait rien du tout. Donc, lorsque on travaille avec une très grande précision, en mesurant au quart de millimètre, véritablement au quart de millimètre, et en travaillant à la machine à calculer, on s'aperçoit que les résultats obtenus, en construisant une figure donnée d'ailleurs, permettent d'aboutir ailleurs sur un axe donné, là aussi avec une précision du quart de millimètre. C'est-à-dire que l'édifice lui-même était construit avec une précision qui varie entre le 2 millième et le 5 millième. Ce qui est extraordinaire quand même pour cette époque. Ce qui est vraiment assez extraordinaire. Alors, quand bien même on pourrait imaginer qu'il est facile d'obtenir cette précision en plan avec un repère en début de chantier qui permet d'aller étalonner régulièrement les outils de travail, verticalement, c'est une autre affaire, parce que quand il s'agit d'aller établir la hauteur d'une flèche, en sorte qu'elle coïncide avec la pointe de l'étoile juchée sur le triangle sublime comme à Rouen, on se demande comment ils ont pu le faire. Bon, écoutez, il n'y a, je crois, à ce niveau-là qu'à accepter que ces gens étaient extrêmement soigneux et qu'ils prenaient les mesures avec une grande rigueur, et que pourquoi pas atteindre la même précision qu'au Parthénon, puisque les Grecs en étaient déjà capables. Oui, c'est vrai. Capables d'établir, le Parthénon était construit au millimètre, hein, c'est le cas de le dire. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas été capables de le faire avec les cathédrales? Bon. La technique et les outils, j'ai discuté avec des architectes des monuments historiques qui n'ont pas pu non plus apporter de réponse précise. On ne peut que simplement constater qu'il y a une extrêmement grande précision, ce qui là aussi vient à l'encontre de certaines théories qui voulaient que le Moyen-Âge ait pris ses libertés avec les mesures. C'est totalement faux. Parce que là, quand même, vous dites des précisions sur des monuments qui s'élèvent sur plus de 100 mètres de haut, de l'ordre du millimètre, hein, c'est ça? Non, tout de même pas. Oui. Disons que lorsque c'est une précision de l'ordre du demi-centimètre ou du centimètre sur la largeur d'une façade... écoutez, c'est remarquable. Bien, mais ça peut être également sur la longueur de la cathédrale, et là, c'est pas moi qui l'ai mis en évidence, c'est un autre architecte qui s'appelait John James, qui avait étudié la cathédrale de Chartres en son temps, et qui avait déjà établi que la coïncidence avec certains tracés qu'il avait mis en évidence sur le plan, malheureusement il n'avait pas fait les façades, c'est dommage, correspondait, enfin du moins coïncidait avec une précision de l'ordre de 2 cm sur la longueur. Oui. Et on est en 1200 et quelques, hein, il faut le préciser. On est en 1200 et quelques, exactement. Ce qui est... Entre 1150 et 1350, disons. Oui. Et alors, une autre idée reçue, ces cathédrales ont été réalisées relativement rapidement, finalement. Oui, alors ça aussi, c'est une des questions des gens. Les auditeurs de mes conférences me posent souvent la question, mais comment pouvait-on assurer le suivi d'une idée principale, d'une idée de principe, le tracé régulateur en l'occurrence avec ses messages, quand on savait que ces cathédrales prenaient parfois des siècles à être construites. Alors bon, là c'est une idée reçue qui est fausse et qu'il faut détruire. Les cathédrales étaient quand même construites beaucoup plus rapidement que cela. En 1195, Chartres brûle, et ensuite elle est quasiment terminée en 1225. Ce qui est quand même rapide, hein? Sauf quelques dernières superstructures, l'argent manquant, il a fallu attendre, et puis ensuite, beaucoup plus tard, est venue la flèche Jean de Beauce. Alors, Reims a été construit en une quarantaine d'années, Amiens aussi, 40-50 ans maximum. Hein. La vie d'un homme. Oui, ce qui fait que, bien sûr, les maîtres d'œuvre choisis n'avaient peut-être pas la joie de voir leur édifice terminé, parce que s'ils étaient choisis, c'était en fonction sans doute d'une réputation, d'une expérience,
et ils ne devaient pas avoir 25 ans quand on les choisissait pour reconstruire une cathédrale. Bon, mais il n'empêche que on sait bien qu'à Reims, il y a eu 4 maîtres d'œuvre successifs, et ils avaient quand même une chance de voir leur édifice bien avancé. Alors, en ce qui concernait la transmission des messages ou de la géométrie, elle se faisait sans doute de maître à maître dans le secret qui convenait. Alors, justement, parlez-nous un petit peu de ces maîtres d'œuvre, parce que c'était des gens visiblement brillants, voire même brillantissimes, qui avaient un savoir extraordinaire pour cette époque-là. Ouais. La preuve, la réalisation qu'ils nous ont laissée, ces maîtres d'œuvre devaient être quand même des hommes particuliers pour leur époque. Particuliers, c'était des gens qui avaient été, Est-ce qu'on peut employer le terme d'initié? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'était des gens qui avaient été initiés. Initiés, pourquoi? Parce que toute vérité difficile, dont l'accès est difficile, ne peut être donnée au premier venu. Il y a beaucoup de choses dans la symbolique des églises cathédrales en général qui prêteraient à sourire chez le profane. Oui. Et pour cela, on accède à ces vérités que peu à peu. Qui prêteraient à sourire ou qui prêteraient, à mauvaise interprétation, à critique virulente. Et surtout de la part de l'Église à cette époque-là. Oui, bien sûr. Voilà, exactement. Surtout de la part de l'Église à cette époque-là, il ne faut pas oublier qu'il y avait l'Inquisition. Oui. Ils rigolaient pas. Non. Bon. Et donc, les maîtres d'œuvre qui pensaient peut-être d'une manière un peu plus large que ne l'aurait toléré l'Église, ils n'avaient pas envie de terminer sur le bûcher. Ce qui n'empêchait pas que ces gens-là, peut-être, sans doute même, avaient une grande foi ou avaient leur foi. C'était des gens d'une haute valeur morale, sans aucun doute. Mais c'était, au-delà de ça même, des gens éminents à tout point de vue, dans beaucoup de domaines. Et bien sûr qu'il y avait une science, une connaissance, y compris des origines de la chrétienté et des authenticités de la chrétienté, pour employer un terme plus précis. Oui. Donc vous êtes en train de authenticité qu'ils tenaient à rétablir dans leurs édifices. Tout en se cachant de la chrétienté de cette époque-là, avec tous les dogmes qu'elle représentait, et vous en parliez de l'Inquisition. Tout en pas en se cachant, mais en prenant les précautions qu'il fallait. Ils intégraient ce qu'on leur demandait d'intégrer, bien sûr. Bien sûr. D'une part, mais aussi, il se peut fort bien que le chapitre n'ait pas été dupe et qu'il y a eu une entente tacite entre le chapitre et les architectes. Moi, je pense que c'est cela qui faisait. Le chapitre disait, d'accord, vous voulez insérer telle et telle image, tel symbole dans votre édifice, pourquoi pas, mais restez discret. Ah oui. Oui. Mais alors donc, vous êtes en train de nous dire là que depuis, je caricature peut-être, mais depuis l'Égypte, depuis la Grèce antique, comme ça, il y a eu une espèce de continuité dans, entre guillemets, l'initiation ou le savoir qui s'est transmis de manière orale jusqu'à ces maîtres d'œuvre qui nous ont laissé leurs œuvres sur les façades des cathédrales. Absolument, c'est évident. Ça fait partie des découvertes que vous avez faites en étudiant ces façades, alors. Alors, on n'a pas parlé des nombres. Oui. Vous permettez qu'on en parle une seconde? Avec grand plaisir. Parce que la géométrie a pour complément nécessaire le nombre, ou inversement. Bien. À partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait ces géométries remarquables, chargées d'un langage non remarquable, je me suis dit, il faut absolument voir ce que les mesures en pied donnent, en mesurant les points clés de cette géométrie. Donc, il a fallu que là, je fasse un certain nombre de petites opérations pas faciles, qui consistaient à retrouver
le pied qui avait été utilisé pour chaque façade, parce que les pieds variaient à cette époque. Oui, non en seulement plus. d'un pays à l'autre. Mais d'une cathédrale à l'autre, j'imagine. À l'autre, d'une équipe à l'autre. Il y avait une dizaine ou une douzaine de pieds, si ce n'est plus, en usage à l'époque. Il fallait donc être certain de l'unité de mesure qui avait été utilisée. Voilà, bon. Disons que je pense avoir retrouvé ces unités de mesure, dans la mesure où les résultats ont été, alors là, absolument époustouflants. Puisque à Reims, par exemple, on va prendre l'exemple de Reims. Reims est essentiellement structuré sur une étoile à 5 branches, dont les branches larges sont campées non pas sur les portails latéraux, mais sur la largeur totale à la base de l'édifice. Ensuite, les points clés de cette étoile nous donnent en nombre de pieds exactement la suite de Fibonacci, c'est-à-dire 21, 34, 55, 89 et 144 pieds, sur des points clés. Les 144 pieds arrivant notamment exactement à fleurer tous les pieds des rois de la galerie. 144 pieds... c'est pas dû au hasard, évidemment. Pardon ? Ça n'est pas dû au hasard, évidemment. Ça n'est pas dû au hasard. Pourquoi ? Parce que Reims était la cathédrale des sacres. Oui, où on sacrait les rois de France. Les rois étaient donc considérés comme rois de droit divin. Et lorsqu'on hissait les rois au sommet, jusqu'à venir reposer sur la branche horizontale de l'étoile à 144 pieds, c'était tout simplement parce que 144, d'abord, c'est un nombre biblique qui est cité plusieurs fois dans la Bible, notamment pour les mesures de la Jérusalem céleste, et le nombre d'habitants, 144 000, etc. D'accord. Mais en plus de ça, 144, c'est le carré de 12. C'est 12 fois 12. Le carré étant considéré comme divin, sacré, oui. 12 fois 12, c'était une manière de hisser les rois de la galerie au rang des apôtres du Christ. D'accord. Vous voyez ? Oui. Bon. Ça, c'est un message qu'on ne pouvait pas trouver si on ne construisait pas la géométrie et qu'on ne la mesurait pas. Plus loin encore, un des points clés de l'étoile, le cercle notamment qui rejoint les points d'intersection de toutes les branches, à son zénith, culmine à 153 pieds en désignant de façon précise les mains en prière de Clovis qui reçoit le baptême des mains de Saint-Rémy. 153 pieds. 153, c'est un nombre tout à fait remarquable. C'est égal, d'abord ça fait à l'envers pour la petite histoire, 3 fois 51 est égal à 153. Ensuite, c'est le nombre triangulaire de 17, c'est-à-dire 17 plus 16 plus 15 plus 14, ainsi de suite, jusqu'à 0. Or, les nombres triangulaires étaient des nombres qui, dans l'Antiquité, étaient fort utilisés pour des quantités de choses, dont les Romains l'utilisaient pour deviner leur propre avenir. Enfin bon, c'était un certain nombre d'histoires. Oui. Et puis, c'est égal encore à la somme des cubes de ses composants. 1 au cube plus 5 au cube plus 3 au cube est égal à 153. C'est encore égal à factoriel 1 plus factoriel 2 plus factoriel 3 jusqu'à factoriel 5. C'est un nombre unique et comme tel, il était apparu comme divin, bien sûr, comme de l'ordre de la divinité. Et enfin, pour cette raison, Saint Jean l'avait employé dans son évangile pour le nombre des poissons. Lorsque le Christ, d'après les Écritures, est monté aux cieux, les apôtres vont pêcher sur le lac de Tibériade un jour et ils reviennent bredouille. Et au moment d'accoster, ils voient un personnage sur le rivage qui leur dit « mais jetez donc vos filets par là ». Alors ils jettent leurs filets, ils accostent, ils tirent le filet, il est plein de poissons, ils comptent les poissons, il y en a 153. Donc, 153 pieds sur les mains en prière de Clovis qui reçoit le baptême des mains de Saint-Rémy, c'est une dédicace de la cathédrale, c'est une offrande faite à Clovis. Oui. On le hisse au niveau, on le met sous le signe des poissons, qui est le signe de la chrétienté. On lui donne le nombre 153, qui est le nombre de la pêche miraculeuse.
dans l'esprit de la Bible, bien du Nouveau Testament, bien sûr, les apôtres étaient pêcheurs d'hommes. Bien sûr, oui. Voilà, donc ce nombre 153 là apparaît tout d'un coup de façon époustouflante, flagrante sur les mains de Clovis, avec toute la charge symbolique qu'avait ce nombre qu'il a toujours eu et qui est très connu pour cela. Voilà pour les nombres, hein, oui. pour expliquer que finalement, lorsqu'on mesure en plus cette géométrie, on tombe sur des nombres étonnants. Vous consacrez d'ailleurs tout un chapitre dans votre livre à ces nombres, Dieu et nombre. Voilà, c'est ça. Et c'est cette base-là qu'il faut acquérir et comprendre pour pouvoir ensuite avoir accès à ces messages laissés par ces maîtres d'œuvre. Voilà, bien sûr. Bien sûr, c'est là surtout qu'on voit que le message est très divers. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Beaucoup de choses et dont on arrive à effectivement distinguer un peu ce qui est de l'ordre des demandes du chapitre, ou du respect des Écritures, et puis ensuite ce qui est de l'ordre d'un ordre plus philosophique, plus pythagoricien. Oui. Thierry de Champris, une pause et on se retrouve dans quelques minutes. Vous savez que vous qui nous écoutez, vous pouvez nous envoyer vos questions par SMS. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, votre question, votre réaction et vous nous envoyez tout cela au 71 200. Je serai votre porte-parole. Vous pouvez également nous laisser des messages sur le standard 0826 300 300 0826 302 fois. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons des cathédrales, nous parlons de l'œuvre des maîtres d'œuvre qui, dans les années 1190, 1200, 1220, nous ont laissé des messages absolument incroyables sur les façades des cathédrales. Vous pouvez découvrir tous ces messages et comprendre le cheminement qui les a amenés à concevoir ces messages et à les laisser sur les façades des cathédrales qu'ils ont conçues dans le livre qui s'appelle Cathédrale, le verbe géométrique, un livre écrit par Thierry de Champris, architecte qui est en notre compagnie. Thierry de Champris, il y a un SMS qui nous est arrivé et qui dit, vous êtes architecte, c'est comme ça que je vous ai présenté en tout cas en début d'émission, aimeriez-vous avoir à réaliser une cathédrale vous-même ? Oui, bien sûr. Ça aurait pu être non, pourquoi pas, je sais pas, mais... bien sûr, oui, comment est-ce qu'on peut refuser un programme pareil ? C'est vrai, c'est vrai. Et alors, comment vous y prendriez-vous ? Parce que là, maintenant, du coup, j'allais dire, vous êtes piégé, vous avez les clés, ou du moins une partie des clés. Comment je m'y prendrais ? Je crois qu'il se passerait sans doute la même chose qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, le commanditaire a ses exigences, et puis moi, comme n'importe quel architecte, j'y mettrai ce que j'ai envie de mettre. Donc, autrement dit, vous glisseriez vous aussi un message comme eux ont laissé un message sur les façades avec les outils, les connaissances qu'ils avaient. Oui, avec en toute modestie aussi, parce qu'il est bien évident qu'aujourd'hui nous n'avons plus la même, la pensée n'est plus la même. Nous ne vivons plus dans la même atmosphère symboliste qui était celle de ces constructeurs, et qu'il ne faut pas non plus vouloir absolument faire pareil, ça serait une grosse erreur. Oui. Chaque époque a sa symbolique, et il y a aujourd'hui des choses qui sont dites différemment, d'une dimension différente, qui peuvent aussi être insérées à l'intérieur d'un édifice ou dans la ville. Oui. Vous avez cité quelquefois dans votre livre un grand architecte connu, Le Corbusier. Oui, je l'ai cité... Pour l'utilisation qu'il a fait lui aussi du nombre d'or. Oui, je l'ai cité parce que c'est tout de même une référence, même au-delà, bien sûr, du nombre d'or. Mais je l'ai cité parce qu'effectivement, on ne peut pas parler du nombre d'or sans parler de Le Corbusier, de son modulor. Oui. Mais disons que
Je ne sais pas jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point Le Corbusier était un homme, comment dire, empreint de ce savoir qu'avaient ses maîtres d'œuvre. Empreint de, comment dire, de symbolisme. Il était certainement. C'était un homme qui était très symbolique, mais qui était peut-être initié aussi. Je ne peux pas le dire. Mais j'avoue que là-dessus, je ne saurais répondre. Il faudrait vraiment faire une étude exhaustive de la personne de Le Corbusier, de son œuvre, du moins de son lancé, pour dégager ce genre de vérité. Oui. Dites-moi, Thierry de Champris, les maîtres d'œuvre qui ont travaillé sur ces cathédrales, Reims, Strasbourg, Amiens, Rouen, et les autres, Chartres également, ils avaient des plans. Ils ne pouvaient pas travailler sans avoir des supports, c'est impossible. On a cru longtemps qu'ils n'avaient pas de plan, et puis on a retrouvé finalement des plans et des élévations extrêmement précises de Reims. À Strasbourg, on avait toujours gardé d'ailleurs l'élévation de la façade. Qu'est-ce que vous appelez l'élévation? C'est-à-dire la façade. Oui, le dessin de la façade. Le dessin de la façade, oui. D'accord. Oui. En géométral vrai, c'est-à-dire non pas en fausse perspective à la manière des croquis de Villard de Honnecourt, mais des élévations en géométral vrai, extrêmement bien dessinées. C'est-à-dire les plans, quoi, vraiment, c'est ça? Au musée à l'œuvre de la cathédrale à Strasbourg. Bon, oui. On les a gardés depuis l'époque. Mm-hmm. Et puis Reims aussi, on a retrouvé les façades de Reims, mais pour beaucoup, ça a été perdu ou ça a disparu. Mais ces maîtres d'œuvre qui ont laissé ces messages que vous nous avez fait découvrir et que nos auditeurs peuvent découvrir à travers votre livre, ils les ont tracés, ces épures, ces pentagones, ils les ont tracés. Sinon, ils n'auraient pas pu construire la façade comme ils l'ont construit, évidemment. Nous sommes d'accord. Oui. Donc ça, je suppose que vu les messages qu'ils laissaient, et à l'époque où ils l'ont laissé, ce n'était pas le genre de document qu'on laissait volontiers traîner, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Alors peut-être, faut-il admettre que les plans aient été ensuite ou détruits ou enterrés en un endroit secret de chaque édifice ou simplement rangés et qu'ils aient disparu avec le temps. Je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. Eh bien évident que pour construire des édifices pareils, il fallait des plans et ce qui ne dispensait pas ensuite de tracer des épures grandeur nature, comme on a pu en trouver dans les combles de certaines cathédrales ou sur les murs. On voit de temps en temps un tracé à Chartres d'ailleurs. Si j'ai bonne mémoire, il existe un tracé comme ça, magnifique. Mais les plans, bien sûr, il en a fallu, bien sûr. Et donc, on ne les a pas retrouvés, ceux-là. Ces plans-là, qui racontent ces messages, ceux-là, on ne les a pas retrouvés. Non. Alors, on n'a jamais retrouvé alors, effectivement, c'est une des questions qui revient souvent. On n'a jamais retrouvé de preuves de ces tracés. Simplement, on a, en revanche, il existe, quant au nombre même, quantité de littérature. Alors, bien évidemment, il y a les testaments, Ancien et Nouveau Testament, mais ensuite il y a les écrits. Il y a des gens comme saint Thomas d'Aquin, comme saint Augustin ou autres, qui parlent des nombres et de la symbolique des nombres. Donc on sait qu'il y avait une symbolique des nombres. On sait aussi, alors là, ça c'est deux traditions, qu'il existe une symbolique de la géométrie. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais retrouvé ces tracés régulateurs. Oui. Et alors donc, ce qui veut dire que depuis cette époque-là, leur savoir s'est peut-être étiolé, perdu, fané, dispersé? Oui, la pensée... Parce que vous avez été obligé de faire un travail d'archéologue, de chercheur pour redécouvrir tout ça. J'ai fait un travail de chercheur simple, sans vouloir... me prétendre ni historien, ni archéologue, absolument pas. J'ai cherché le plus humblement possible et je n'avais pas à me forcer pour trouver des résultats éblouissants. Mais ce qui veut dire que ce savoir s'est perdu maintenant? Oui, je pense.
Je pense que le savoir s'est perdu. Du moins, on peut continuer à faire des tracés régulateurs, ils n'auront pas du tout la même charge symbolique. À la Renaissance, il y a eu bien sûr des tracés régulateurs qui ont été faits à la fois pour l'architecture, pour la peinture, peut-être aussi pour la sculpture, je ne sais pas, parce que je n'ai pas étudié, mais la peinture, j'en suis certain, l'architecture bien évidemment, mais il n'y avait sans doute pas la même charge symbolique, et la pensée n'était plus du tout la même non plus. Hein. Revenons sur quelque chose que vous venez de dire. Cette manière de glisser des messages dans une œuvre d'architecture, en l'occurrence les façades des cathédrales dont nous avons parlé ensemble ce soir, vous nous avez dit que des peintres l'ont utilisé pour leur toile également ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il suffit d'étudier un petit peu là. C'est plus difficile parce que pour arriver à trouver des repères précis qui ne soient pas... c'est plus difficile. Alors, c'est pour ça que les architectures de la Renaissance italienne avec les peintures de la Renaissance italienne avec les architectures qui sont représentées sont d'une aide précieuse et on arrive à retrouver les grandes lignes des compositions des tracés régulateurs de ces tableaux. Et puis ça, en revanche, je crois que pour les tableaux, on a retrouvé des documents. Oui, c'est-à-dire des peintres qui ont utilisé ce même principe de nombre d'or, de disposition particulière, où il y avait une possibilité de deuxième lecture. Oui, exactement. Et puis il suffit d'ailleurs de promener un compas réduction réglé sur le nombre d'or, sur les peintures et les grandes dimensions des peintures ou les points clés pour s'apercevoir qu'effectivement... Alors attention, c'est pas toujours simple, hein, parce que le nombre d'or, quand il s'agit de proportions simples en rapport d'or, ça va, mais ça n'est pas toujours le cas. Oui. Il peut s'agir aussi de géométries qui sont celles de l'étoile à 5 branches, auquel cas c'est déjà plus difficile, parce qu'on n'est plus en coordonnées perpendiculaires, mais bon, il faut faire un peu de gymnastique. Ce n'est pas toujours facile et il faut faire attention avec la peinture, parce que plus encore qu'avec l'architecture, on pourrait faire dire n'importe quoi. Une dernière chose pour conclure, Thierry de Champris. Vous avez passé, vous nous l'avez dit en début d'émission, un peu plus de 8000 heures pour réaliser le livre dont nous avons parlé depuis presque 2 heures maintenant. Oui. Il concerne la façade. Or, les maîtres d'œuvre n'étaient pas là que pour faire la façade, on est d'accord. Bien sûr. Ils ont fait également, vous avez fait une étude, on va dire, en 2D, vous savez, à plat, quoi. Voilà. Hein. Donc, il y a peut-être d'autres messages glissés dans le volume, cette fois-ci, c'est-à-dire en 3 dimensions. Bien sûr, c'est absolument évident. Seulement là, c'est une étude tellement énorme qu'il faudrait des moyens que je n'avais pas pour le faire. Et puis, l'avenir est ouvert aux chercheurs. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien nous attendre si quelqu'un entame ce genre de... Par exemple, si on numérise la cathédrale de Reims, dans sa totalité et très en détail, pour pouvoir travailler avec des volumes à l'intérieur, on risque d'avoir des surprises ? Oui, pourquoi pas. Alors, simplement, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que la façade d'une cathédrale, c'est quand même le frontispice de la chrétienté tourné vers la ville. Oui. C'est donc là qu'on va vraisemblablement dire le plus de choses. D'accord. Délivrer l'essentiel du message. Délivrer l'essentiel. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'elles sont très riches. Sur le plan lui-même, si on développe, si on se promène à l'intérieur de la cathédrale, si on étudie le plan, le rythme des colonnes, les largeurs, les entr'axes, on trouvera des traces régulateurs d'abord qui sont pas toujours faciles à trouver dans la mesure où les cathédrales ont souvent subi des avatars de chantier ou bien même ont dû s'adapter à des fondations existantes des cathédrales précédentes ou au contraire éviter telle et telle chose qui existait déjà. Donc sur le plan, c'est pas toujours facile, les travées sont très souvent irrégulières, comme c'est le cas à Chartres. Il y a des déviations, il y a des scolioses, si vous voulez, à Chartres comme à Notre-Dame de Paris. Et donc c'est plus difficile d'arriver à trouver
un tracé régulateur probant. Oui, oui. Donc, il y aura plus de mal. Oui. Et comme vous le dites si bien, c'est vrai que la façade, c'est là où est l'essentiel du message, voilà, quand même. Bien sûr. La façade, les façades. Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façade, évidemment, dans une cathédrale. Il y a aussi les côtés. Bien sûr. Les côtés, j'entends pas les autres façades principales, c'est-à-dire les façades des transepts, bien évidemment, comme à Chartres, dont les transepts sont superbes et qui mériteraient d'être eux aussi étudiés. Bon. Thierry de Champris, en tout cas, merci de nous avoir promenés comme ça à travers vos découvertes et je recommande chaudement à ceux et celles qui nous écoutent. Bon, c'est un investissement parce que c'est quand même un beau livre, c'est un gros livre, mais l'offrir à un architecte, je pense qu'on doit pouvoir lui faire un cadeau extraordinaire, ou quelqu'un qui a envie de découvrir ce message des maîtres d'œuvre du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge. Cathédrale, le verbe géométrique, c'est aux éditions Trait Daniel. C'est un livre qui vaut 220 €, hein, c'est ça. Oui. Si, voilà, je veux pas dire de bêtises, mais franchement, c'est un très très bel investissement. Et alors, prochainement, enfin, je dis prochainement, excusez-moi, vu le boulot que ça représente, vous allez revenir sur la façade de la cathédrale d'Amiens. Peut-être, si j'en ai le temps. Bon. Écoutez, allez-y, on vous attend. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Thierry de Champris. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene Regina Forza. Je vais vous souhaiter une excellente et douce nuit à l'écoute des programmes de Sud Radio. Sud Radio, la nuit, c'est la rediff des émissions que vous avez peut-être ratées en journée. Donc vous pouvez rester en notre compagnie. Restez également en notre compagnie toute cette semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. Quant à moi, avec toute l'équipe des Aventuriers de l'étrange, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi et dimanche prochain. Au programme de samedi prochain, nous parlerons d'un astrophysicien français qui a été un astronome français qui a été un des plus grands scientifiques de son époque. Son nom est connu, évidemment. Il s'agit de Camille Flammarion. Il est connu pour ses travaux en astronomie, mais il est peut-être moins connu pour tous les travaux qu'il a réalisés, ses études concernant l'au-delà. Vous vous doutez bien que c'est ce deuxième aspect qui va nous intéresser samedi prochain. Dimanche prochain, nous parlerons de l'art médiumnique. Des médiums ont fait, lorsqu'ils étaient en transe, des tableaux. Alors, est-ce que ces tableaux représentent ce qu'il y a derrière le rideau de la mort? Nous tâcherons de répondre avec nos invités à ces questions. Si vous avez vécu vous-même quelque chose de particulier, d'étrange, vous pouvez, vous le savez, venir nous poser des questions, nous laisser vos témoignages. Pour cela, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez appeler au 0826 300 300 et ensuite vous laissez vos coordonnées et un extrait de votre témoignage, le début de votre témoignage sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également nous contacter par mail. Notre email,
c'est étrange au singulier @sudradio.fr, étrange au singulier @sudradio.fr, ou tout simplement encore nous écrire si c'est peut-être plus simple pour vous. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse, CEDEX. Merci à Pierre Macias qui me donne un fier coup de main pour construire ces émissions, Grégory qui les réalise et Karine qui est au standard. Bonne soirée à vous, bonne nuit et à samedi et dimanche prochain.